est le thème du webinaire expatriation fiscale et crypto-monnaie. Alors, c'est un sujet extrêmement d'actualité, mais on va quand même déterminer ce qu'on appelle la crypto-monnaie. D'abord, les caractéristiques des crypto-monnaies. C'est avant tout une monnaie électronique qui peut servir à acheter, à échanger un certain nombre de biens physiques ou des services. Mais c'est aussi et surtout une monnaie qu'on va pouvoir acheter, vendre, échanger, qui va faire l'objet d'investissements. C'est donc une monnaie qui grossit énormément parce qu'elle reste totalement virtuelle, qu'elle est protégée, mais c'est donc une monnaie avant tout volatile et instable. Les avantages, pas de frais, rapide, efficace, plutôt sécurisé, mais attention, et surtout pas d'intervention étatique. C'est une monnaie qui peut être extrêmement rentable parce que, contrairement au dollar où on a des variations, mais qui restent quand même extrêmement modérées, on verra que sur les crypto-monnaies, on peut avoir des variations très élevées. Attention, la crypto-monnaie, ce sont des centaines de monnaies différentes qui peuvent être émises des fois par des sociétés privées, par des organisations, par des États. Voilà. Par contre, le fonctionnement, c'est avant tout un système financier qui est décentralisé, qui ne va pas dépendre normalement d'une institution, d'une banque. Et la mécanique technique, c'est que la crypto-monnaie repose sur la blockchain. Ça veut dire que c'est une technologie qui va permettre de décentraliser, examiner, approuver les transactions et surtout les sécuriser. C'est une sorte de grosse base de données. Et donc, on va s'appuyer sur un réseau. On va distinguer au niveau de la crypto-monnaie deux qualités de personnes différentes. L'investisseur, celui qui achète de la crypto-monnaie en disant j'espère que ça va prendre 10, 20, 30, 100%, 300%, et puis celui qui va avoir une activité de minage. Alors, c'est une activité un peu particulière, là on rentre vraiment dans le détail de la crypto-monnaie. C'est le procédé qui va permettre de créer de nouvelles entités de monnaie. C'est-à-dire qu'on va miner la monnaie pour en créer de petits morceaux. Et donc, on va rajouter dans la blockchain des créations de monnaie. C'est plutôt rapide à faire, on peut gagner beaucoup d'argent, il faut quand même être extrêmement féru d'informatique et il ne faut pas avoir peur de regarder sa facture d'électricité parce que ça consomme énormément d'électricité. Et d'ailleurs, on voit aujourd'hui, en termes de crypto-monnaie, des endroits dans le monde où les personnes vont, beaucoup en Texas parce que l'électricité n'est pas chère et parce qu'ils font souvent tourner des dizaines, voire des centaines d'ordinateurs en permanence pour miner la monnaie et donc en créer, on va dire, des supplémentaires. Donc, une fois qu'on a expliqué ce que c'est que la crypto-monnaie, on retient soit la qualité d'investisseur, soit l'activité de minage qui est vraiment propre à un informaticien d'un niveau plutôt élevé. Alors, on a une fiscalité en France qui est extrêmement particulière et qui est surtout évolutive. Évolutive parce que dans la loi de finances pour 2022, il a été prévu un nouveau régime d'imposition qui s'appliquera à compter du 1er janvier 2023. Vous allez voir, il est plus simple, mais aussi plus dur à la fois. On a une certaine cohérence en France par rapport aux valeurs mobilières et à l'imposition des valeurs mobilières. Mais aujourd'hui, on voit qu'on a quand même beaucoup de départs de France pour des raisons liées à la crypto-monnaie. Donc, le régime de base, on va déjà parler de l'investisseur privé. L'investisseur privé, c'est celui qui va acheter de la monnaie par le biais d'une société qui va sécuriser son portefeuille. Et donc, lui, lorsqu'il va revendre la crypto-monnaie, il va être imposé au PFU. Alors, ce qu'on appelle PFU, c'est également aussi la flat tax. C'est le prélèvement forfaitaire unique, le fameux 30%. Par définition, si la plus-value est supérieure à 305 €, mais en matière de crypto-monnaie, on est généralement nettement supérieur à ces montants-là.
Alors, ce qui est important, et quels sont les changements à compter du 1er janvier 2023 ? C'est qu'à partir du moment où on est un investisseur privé, on va avoir une imposition de plein droit au PFU et éventuellement au barème de l'impôt sur le revenu. Alors, le barème de l'impôt sur le revenu va pouvoir faire gagner, allez, on va dire 4-5%. C'est quand même compliqué de descendre en dessous parce que de toutes les manières, dans le barème de l'impôt sur le revenu, on a 17,2% de contribution sociale. Donc, le delta est lié à l'impôt sur le revenu, ce sont les 12,8 et on ne peut pas non plus totalement descendre à zéro. Donc, en pratique, mais c'est vrai que dans ces cas-là, il faut faire des simulations. Ce qui est important, c'est que dans le nouveau régime, peu importe la valeur de la transaction et peu importe le caractère occasionnel ou habituel de la vente. À l'inverse de l'investisseur privé, on a l'investisseur professionnel qui, lui, se déclare comme étant professionnel. Alors, je fais tout de suite un point sur la caractéristique de privé ou professionnel parce que, un peu comme dans toutes les activités, et notamment les valeurs mobilières, on voit qu'on a des personnes qui agissent en investisseurs privés, mais agissent tellement de manière habituelle, ça devient une sorte de profession. Donc attention, la barrière entre l'investisseur privé et le professionnel, à un moment, il peut poser une difficulté. Donc le principe de base aujourd'hui, c'est qu'on a une imposition au BIC. Alors, en fonction du chiffre d'affaires réalisé, ce sera plutôt du micro-BIC avec un abattement de 50%. Et si on est aux frais réels, on déduira la totalité des frais et puis une imposition à l'impôt sur le revenu. Ça peut être plutôt élevé. Donc, généralement, l'investisseur privé, il ne va pas intervenir à titre personnel, il va passer par l'intermédiaire d'une société et donc, on appliquera l'impôt société plutôt que d'avoir une remontée aux bénéfices industriels et commerciaux des indépendants. À compter du 1er janvier 2023, on nettoie pour rationaliser. Premier cas, prélèvement forfaitaire unique, sauf si on est vraiment un investisseur qui agit comme un professionnel. Et puis, on va passer au BNC. Le BNC, par rapport au BIC, c'est qu'on a un abattement moins important lorsqu'on est en micro-BNC. L'abattement est 34% au lieu de 50%, donc on voit un durcissement de la fiscalité. Et si on est au réel, on va avoir la déduction des frais. Ça donnera le même type d'imposition. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'investisseur privé, de toutes les manières, il le fait très, très souvent sous le biais d'une société et à l'impôt sur les sociétés. Concernant le minage donne lieu à une imposition au BNC. Donc, alors, je répète, le BNC, c'est le bénéfice non commerciaux, c'est un peu la catégorie fourre-tout. Tout ce qui n'est pas dans les autres catégories est obligatoirement par définition du BNC. On voit donc que lorsqu'on analyse, on a l'investisseur privé qui, lui, va avoir une option soit à l'impôt sur le revenu, soit au prélèvement forfaitaire unique, donc au maximum 30%. Attention, en fonction des montants de cession, on pourrait avoir la contribution sur les hauts revenus, donc avoir 4% d'imposition supplémentaire. Donc, on va varier entre 30-34% maximum. Et puis, l'investisseur professionnel, s'il est en non, il sera dans une catégorie de BNC. S'il réalise peu de bénéfices, il va pouvoir bénéficier d'un abattement de 34%, sinon il sera au réel. Et ce que je dis à mes clients, c'est dans ce cas-là, il faut plutôt passer à l'impôt société à 25%, parce que là, en BNC, vous avez un autre souci, c'est que vous allez avoir des charges sociales qui peuvent être plutôt importantes. Donc, pour limiter ce risque, restez sur de l'impôt société. Donc, on voit une évolution plus souple pour les personnes physiques et plutôt restrictive pour les professionnels qui agissent en personne physique et puis en personne morale, on a toujours le taux d'impôt société. Alors, notre sujet, puisque l'idée est de parler des crypto-monnaies avec l'expatriation fiscale, on vient de voir
la définition de la crypto-monnaie, on a analysé le régime fiscal français. On va dire qu'au minimum, la personne a une imposition de 30%. Donc, se pose la question, bien souvent, parce qu'on peut avoir, et moi j'ai des demandes de clients avec des montants qui peuvent être extrêmement importants, la question est celui de l'expatriation fiscale. Alors maintenant, tout le monde peut décider de s'expatrier. Le principe, c'est qu'on est libre de quitter la France et de devenir résident fiscal d'un autre pays. Néanmoins, on a un sujet, c'est il faut clôturer ses obligations fiscales en France. Donc, ces obligations fiscales en France, c'est une dernière déclaration d'impôt sur le revenu. Donc, l'année de départ, on va faire une déclaration 2042 NR comme non-résident. Et puis, on va informer la France qu'on est parti dans tel ou tel pays. Vous verrez, je prends l'exemple après de Dubaï parce que c'est un pays plutôt recherché à ce titre-là, mais il y a beaucoup d'autres destinations. Le Portugal est aussi une destination importante pour les personnes qui font de la crypto-monnaie. Le vrai sujet, en France, depuis 2012, lorsqu'on quitte la France, on peut être redevable de l'exit tax. Alors, c'est quoi l'exit tax? C'est une imposition sur les plus-values latentes de titres de société imposées à l'impôt sur les sociétés, donc des valeurs mobilières. À partir du moment où on a des plus-values latentes, qu'est-ce qui va se passer? On va déterminer la plus-value. Si on part au sein de l'Union européenne, on ne va pas avoir de garantie à donner, mais si on part en dehors de l'Union, on devra donner des garanties. Et puis, le jour où on vend ces crypto-monnaies, on passe à la caisse en France, donc sur la base souvent des 30% dont on a parlé tout à l'heure. Donc, la vraie question est de savoir, est-ce que les crypto-monnaies rentrent dans la définition de l'exit tax? Aujourd'hui, il est certain que les crypto-monnaies ne rentrent pas dans la définition de l'exit tax. Donc, lorsque vous quittez la France, et c'est pour ça que moi je vois un certain nombre de départs liés aussi à de la crypto-monnaie, vous n'êtes pas en fraude en ne déclarant pas vos 20 000, 50 000, 200 000, 2 millions, 3 millions d'euros en crypto-monnaie. Alors que si vous avez des titres de société, si vous êtes même à 50 000 ou à 100 000 euros, vous avez l'obligation de déclarer ces sommes et après de payer la plus-value latente. Néanmoins, on voit une certaine évolution au niveau de l'administration fiscale française et on sent la tentation de soumettre les crypto-monnaies à l'exit tax. Et notamment, on le voit dans différents textes, notamment dans des réponses de l'administration fiscale, dans des rescrits, où elle explique qu'on n'a pas encore taxé, que l'exit tax ne donne pas lieu à déclaration si on a des crypto-monnaies, mais on voit bien et on le sent dans les échanges avec l'administration fiscale lorsqu'on les interroge, que je dirais, allez, sous 12 à 24 mois, vraisemblablement, on va avoir un aménagement du régime de l'exit tax pour soumettre les crypto-monnaies. Alors, est-ce que ça va vraiment changer la donne? Non, parce que les crypto-monnaies, d'abord, on ne les voit pas. Donc, effectivement, quelqu'un qui part aujourd'hui, qui a des crypto-monnaies, il n'est pas dans l'illégalité. Quelqu'un qui partira à l'avenir pourrait être dans l'illégalité parce qu'il n'a pas déclaré à l'administration fiscale des sommes et des plus-values latentes. Néanmoins, faudrait-il que l'administration fiscale soit informée, et c'est ça un peu leur problématique. C'est qu'aujourd'hui, ils ne sont pas capables d'aller chercher de crypto-monnaies, mais un peu comme dans tous les pays du monde. Donc, attention à ça. Aujourd'hui, libre départ. Moi, j'ai de nombreuses demandes de personnes qui souhaitent partir en se posant cette question-là. L'exit tax ne s'applique pas aux crypto-monnaies. Donc, si vous avez des cryptos, vous les avez achetés sur une base de 5 000 euros et que vous en avez aujourd'hui, par exemple, pour 50 000 ou 100 000 euros, quand vous partez de France, vous n'avez aucune déclaration particulière à faire, aucun impôt à payer. Ce sujet
ce sera le sujet de votre prochaine résidence fiscale. Alors, du coup, j'ai décidé de choisir un exemple pour que ce soit un peu plus réaliste. Et une des destinations aujourd'hui phares, c'est Dubaï. En matière d'expatriation fiscale, on voit au fur et à mesure des destinations apparaître. Donc, il y a très longtemps, la Suisse était privilégiée, puis on a eu la Belgique, puis le Portugal, et on voit quand même émerger depuis, on va dire, 2-3 ans, fortement Dubaï. Avec un avantage, c'est qu'à Dubaï, on a zéro impôt sur le revenu, zéro impôt société, même s'ils ont annoncé la création d'un impôt société pour juin 2023, on voit que sa sphère d'influence est quand même hyper limitée et qu'en plus, on peut facilement contourner cette imposition. Donc, c'est plutôt un effet d'annonce pour faire plaisir à l'OCDE et dire, bah, nous, Dubaï, maintenant, on crée un impôt société. On a une détermination de l'assiette qui est aujourd'hui, l'assiette de l'impôt, qui est encore relativement vague, et ça reste quand même une destination privilégiée. Alors, les Émirats arabes unis ont aussi deux intérêts. Il n'y a pas d'impôt sur la fortune. Et lorsqu'on lit la convention fiscale avec la France, vous n'avez pas de retenue à la source sur les dividendes de source française. Ça veut dire que si vous êtes actionnaire d'une société française et que vous percevez des dividendes, typiquement, lorsqu'on regarde les conventions fiscales signées par la France, on a une imposition de 15%, une retenue à la source de 15% en France. Vers Dubaï, on est à zéro. C'est vraiment l'exception. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire en matière de fiscalité à Dubaï? Il faut d'abord être résident fiscal dubaïote. Généralement, le mécanisme est de commencer par la création d'une société, soit une mainland, soit une free zone. C'est plutôt la free zone qui est adaptée parce qu'elle est réservée aux étrangers. Et bénéficier, demander dès qu'on a cette création de société, un visa, donc ce qu'on appelle l'Emirate ID, qui va vous permettre d'être domicilié. À partir du moment où vous allez avoir l'Emirate ID, vous pouvez être considéré comme résident fiscal français, donc vous allez informer la France de votre départ et vous serez donc à l'avenir uniquement taxé en France sur vos revenus de source française et vous dépendrez de la fiscalité dubaïote. On a un sujet quand même extrêmement important, c'est l'article 19.2 de la Convention, qui est vraiment une exception et qui me fait souvent dire que Dubaï est un paradis fiscal, mais que ça pourrait se transformer et amener un certain nombre de déconvenues pour les personnes qui n'organisent pas leur départ de France vers Dubaï. Alors, on l'a vu parce que c'est extrêmement connu, les influenceuses qui se sont dit un jour, tiens, je travaille en France, pour plus payer d'impôts, je prends ma valise, je vais à Dubaï et je continue à travailler pour la France. On a quand même un certain nombre de redressements et de remises en cause. Donc, attention, cette disposition spécifique indique que si on remplit les critères de l'article 4 de la Convention, du Code général des impôts concernant la résidence fiscale, ben, la convention fiscale ne s'appliquerait pas. Donc, il y a une nécessité de couper tous les liens si on veut profiter d'une non-imposition à Dubaï. Et si on ne coupe pas, il faut savoir organiser de manière intelligente. Et donc, la personne qui arriverait à Dubaï, qui est résidente fiscale française, on va dire jusqu'au 1er avril 2022, qui arrive à Dubaï à compter du 1er avril 2022, qui a son Emirate ID, qui a prévenu l'administration fiscale de son départ de France, lorsqu'elle va vendre de la crypto, la transformer pour faire arriver de l'argent en dollars, en euros sur son compte bancaire dubaïote, on va avoir zéro imposition. Je vous rappelle que jusqu'au mois d'avril, si vous êtes résident fiscal français, vous avez une taxation de 30 ou 34%. Donc effectivement, à Dubaï, on va avoir un sujet d'une non-imposition, d'une fiscalité zéro sur les crypto-monnaies. Alors, je préconise, moi, quand même, un certain nombre d'éléments.
parce qu'il ne suffit pas à Dubaï et aux Émirats arabes unis de gagner beaucoup d'argent, il faut être capable de retracer l'origine des fonds. Pourquoi je vous explique ça? Parce que lorsque vous allez vouloir investir en Europe, et cette problématique n'est pas propre à Dubaï, hein, vous ne serez pas en infraction avec l'administration fiscale française, puisque vous n'êtes plus résident fiscal français, mais les banques françaises ou européennes, lorsque vous allez leur dire bah, je vais vous virer 100 000, 500 000, 1 million, 5 millions d'euros ou de dollars pour acheter un bien immobilier ou investir en Europe, ils vont vous dire attention, nous on a des règles de compliance, justifiez-nous l'origine des fonds. Donc il est toujours beaucoup plus intéressant lorsque vous allez réaliser vos crypto-monnaies, de le faire dans le cadre d'une société qui a une comptabilité pour pouvoir tracer les sommes d'argent. À Dubaï, il faut savoir qu'on a une véritable volonté de développer la crypto-monnaie. Je pense même que d'ici quelques années ou quelques mois, on aura une création d'une crypto-monnaie des Émirats arabes unis. On a des services de régulation qui ont été créés. Donc, on a des régulations concernant les traders et concernant les procédures anti-blanchiment, d'où l'intérêt essentiel de voir tout à l'heure que vous n'avez pas d'exit tax vis-à-vis de la France parce que, comme vous n'avez pas d'obligation particulière, à partir du moment où vous prouvez l'origine des 10 000 euros qui aujourd'hui sont 500 000 euros, 200 000 euros, vous respectez bien tout le process anti-blanchiment. À Dubaï, une particularité, on a une zone franche qui permet d'accepter de payer moyennant crypto-monnaie. Donc voilà, on a un cadre réglementaire extrêmement intéressant à Dubaï, une fiscalité intéressante. J'ai pris cet exemple-là, on aurait pu parler du Portugal ou d'autres destinations, par exemple comme le Costa Rica. Tout dépend de votre appétence à l'écologie, je dirais. Entre Dubaï et le Costa Rica, vous avez passé de zones extrêmement différentes. Mais en tout état de cause, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on voit des évolutions de la fiscalité, des hésitations parce que les administrations fiscales, et on le voit un peu dans tous les pays, ont beaucoup de mal à suivre l'évolution des crypto-monnaies puisque ça ne paraît pas à première vue sur un compte bancaire. Donc, on a une véritable fiscalité en France qui n'est pas défavorable. Mais il est vrai que pour une personne qui souhaiterait aller vivre à l'étranger et optimiser, on va passer d'une fiscalité 30-34% à une fiscalité zéro si on prend l'exemple de Dubaï. Donc voilà ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui. Je reste à votre disposition si vous avez besoin qu'on vous assiste ou qu'on rentre dans des détails. On aura bientôt un autre webinaire concernant les crypto-monnaies, notamment la difficulté de déclarer ces crypto-monnaies en France, parce qu'on a parlé du taux d'imposition, mais pour remplir les documents, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, je vous souhaite une bonne journée et puis à très bientôt pour les webinaires du cabinet CBA.